Je suis Nicolas et vous écoutez Perso par Capsule. Bonjour à tous, bienvenue sur Perso. Je m'appelle Nicolas et je gère cette émission où j'accueille des rôlistes, des gens qui pratiquent le jeu de rôle, pour parler de leur identité, pour parler de l'identité qu'ils prennent quand ils jouent, et éventuellement du rapport entre les deux. Aujourd'hui, nous accueillons Aetlas, et je te laisse te présenter peut-être ? Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci Nicolas de m'avoir invitée. Alors, moi je suis une rôliste passionnée, beaucoup trop. Je passe un peu ma vie à faire ou à travailler dans le JDR parce que je suis à la fois rôliste mais aussi autrice, éditrice et plein d'autres choses dans le milieu du jeu de rôle. Et puis voilà, et puis je fais des streams aussi, j'accueille une petite communauté qui parle de diversité et d'inclusivité, parce que justement, l'identité c'est important en jeu de rôle, je pense, et permettre à toutes les identités d'exister et de cohabiter dans le jeu de rôle, c'est très important. Et donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je fais ce que je fais aujourd'hui, tout ce qui anime mon militantisme aujourd'hui sur les internets. C'est très clairement pour ces raisons-là que j'ai voulu te ramener sur Perso, que j'ai voulu avoir ton avis, ton regard sur certaines choses dont on va pouvoir discuter aujourd'hui, parce que tu as un rapport assez particulier à la marge. Pas seulement parce qu'en certains aspects, ça correspond à ton identité, il y a certains éléments de ton profil qui sont des éléments marginaux. Je ne pense pas gâcher quelques surprises que ce soit en parlant du fait que tu n'es pas une personne hétérosexuelle, tu n'es pas une personne neurotypique, et donc en certains aspects, il y a des choses qui te concernent autour de ça. Mhm. Par extension, tu es aussi sensible à des éléments de marginalité qui ne te concernent pas directement. Tu es blanche, mais tu as aussi un regard là-dessus, et tu tentes de faire attention à ça, et d'encourager d'autres personnes à faire attention à ça. Ouais. Je pense que ce regard, il vient... je rentre directement dans le vif du sujet, mais je pense que ce regard, il vient du fait que j'ai grandi avec une maman qui était handicapée. Et que du coup j'ai toujours vu la marge, j'ai toujours vu ce que c'était que d'être à la marge des choses et les regards qu'on portait sur les marges, euh, qu'est-ce que ça faisait d'être à la marge, ce que ça faisait ressentir aux gens. Et du coup quand je suis arrivée dans le milieu du jeu de rôle et que j'ai vu que c'était un milieu quand même majoritairement d'hommes cis blancs hétéros neurotypiques, quoique, c'est peut-être le sujet le moins clair. Et ben, je me suis posé la question, mais de où sont les autres ? Parce que en fait, ces autres, ils existent et ces autres, ils ont envie de s'emparer de ce média, parce que c'est un média qui permet justement d'aller explorer sa marge, sa marginalisation, son identité, et qui permet de simplement s'échapper aussi d'un réel qui est pas toujours simple, quoi. Bien sûr. Pour le coup, tu as aussi eu l'occasion, avec ce rapport très proche, du coup, dans ta famille même, à une personne handicapée, tu as aussi eu l'occasion de voir la différence qui existe entre un cliché et la réalité Mm. de certaines personnes. Tu as eu l'occasion de voir à quel point une mauvaise représentation peut être quelque chose de dommageable. Tu as eu l'occasion de voir comment les histoires qu'on raconte, qu'on se raconte, qu'on diffuse autour de nous, peuvent être quelque chose de dommageable, qui ont un effet très direct sur le maillage culturel et, du coup, au final, comment on se traite les uns les autres. Est-ce que, du coup, c'est des enjeux que tu as très vite voulu amener
dans ta pratique, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec du temps? Alors déjà, je ferais juste une il y a les clichés, enfin, je pense que c'est générateur de clichés, mais aussi de préjugés et je ferais une différence entre les 2 parce que, certains clichés peuvent s'avérer réels dans certains cas. Un préjugé, fait du mal quoi qu'il arrive en général parce il abîme, la vision qu'on va avoir des autres avant même qu'on les rencontre. D'accord. Mais par où je passe avant slash en même temps que de commencer mon parcours holistique, j'ai fait une licence d'anthropologie, un master en sciences des religions qui m'ont amené à travailler avec des associations qui faisaient de la déconstruction de préjugés et de la formation à la lutte contre les discriminations, auprès notamment de lycéens et de collégiens. Donc, cette déconstruction de préjugés que je vivais, enfin que je faisais, et en plus du coup je formais des sensibilisateurs entre guillemets. Enfin c'était mon travail quoi. C'était déjà mon travail sur le sujet des religions. Et donc forcément quand j'arrive dans le milieu du jeu de rôle et que je vois que il y a ces préjugés là qui existent un peu partout à cause d'histoires qui ne sont pas qui ne sont pas réfléchies entre guillemets parce qu'elles sont basées sur des choses qu'on ne connaît pas parce que je sais pas là tout de suite je mettrai pas le doigt dessus, peut-être que ça viendra plus tard. Mais Tu parles de cette déconstruction de clichés euh, face aux religions, puisque c'est là-dedans que tu as évolué pendant un moment. ouais. J'imagine que ça t'a donné, à ce moment-là, quand tu as appris des choses, euh, l'occasion de réfléchir à tes propres clichés, à des choses dans lesquelles tu as grandi et qu'il s'agissait de déconstruire à ce moment-là. Je pense que j'avais déjà fait pas mal ce travail-là, du fait de l'anthropologie, qui nous apprend à faire un pas de côté et à regarder le monde avec un œil nouveau, avec un œil pas objectif, mais avec un regard d'enfant, en fait. Avec un D'accord. regard de quelqu'un qui ne sait rien sur le monde et qui va essayer d'apprendre à le connaître et à le rencontrer. D'accord. Écoute, je te propose maintenant qu'on passe sur, euh, de manière très terre-à-terre et très basique, que tu me parles de personnages que tu as joués. Que tu Ah. parles de personnages avec lesquels tu as eu l'occasion de passer du temps, peut-être que tu as joué au cours de campagne, sur plusieurs sessions, des personnages que peut-être tu as vu évoluer, qui t'ont peut-être surpris en certains aspects. Et idéalement, j'aimerais que tu me parles d'un personnage que tu as joué il y a longtemps, Mm, mm. au début de ton parcours, et j'aimerais que tu me parles aussi d'un personnage que tu as joué il y a peu de temps. Alors, ça va être moyennement évident dans le sens où j'ai surtout joué sur des campagnes avortées. Donc j'ai surtout joué des personnages qui n'ont pas eu de longue vie, à part un personnage que j'aborderai forcément. Mais alors il y a longtemps, je pense que ce sera Ariane du coup. C'est une de mes... Donc la campagne sur laquelle j'ai passé le plus de temps. Du coup c'était Ariane Saguier. Une jeune femme dans le monde de Terra Incognita, qui est un de mes jeux de rôle préférés. Donc il y a un jeu de fantasy baroque, donc qui se passe dans les années 1700, mais un monde où il y a de la fantasy inspirée de la littérature de cette époque-là. En gros, on part du principe que les voyages de Gulliver, ils sont vrais, quoi. Euh, Et Ariane, elle était assez particulière. Ça a été mon premier pas vers le rapport au genre, vers mes réflexions sur le rapport au genre, parce que Ariane était un personnage qui se travestissait pour pouvoir exister dans la société. Parce qu'en 1700, les femmes, elles n'avaient pas forcément le droit de faire beaucoup de choses. Et donc très jeune, Ariane a commencé à se travestir et à démultiplier ses identités d'ailleurs masculines pour pouvoir
parce que bon, il y a des choses... normalement, les personnages de Terra Incognita ne sont pas censés être toujours très sains d'esprit. Du coup, Ariane était une mythomane avérée. Euh, et donc jouait un double jeu entre plusieurs identités masculines. Et donc, le monde entier pensait qu'elle était un homme, donc je jouais en tant qu'un homme, sauf que mon personnage était une femme, et que moi, je le savais, et que les joueurs à la table le savaient, mais leur personnage non. Et justement, il y a eu tout un moment où il y a eu la découverte ah bah ouais, en fait, finalement... alors déjà, c'est bizarre parce qu'il a plein de noms différents en fonction des lettres qu'il reçoit. Il se présente différemment en fonction des gens. Cet homme est étrange. Il nous ment. Qui est-il pour de vrai? Et puis après, la révélation plus tard, parce que c'était ce qu'il fallait à ce moment-là pour la campagne, bah ouais, en fait, finalement, c'est une femme noble. Mince. Et à ce moment-là, tu avais déjà des cadres qui ont favorisé l'exploration et la découverte saine de ceci? J'étais dans un cadre de personnes déjà LGBTQIA+, ou ouvertes au sujet. En fait, depuis mes 12 ans, je ne traîne avec des gens à la marge et quasiment que avec des gens à la marge. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été trop des questions dans ma vie que de déconstruire le monde patriarcal et hétérosexuel euh, via le JDR, parce que j'ai eu la chance de jouer avec des gens qui me laissaient faire déjà ce que je voulais, même quand certains joueurs étaient moins sensibilisés ou déconstruits. Ils acceptaient parce que ça faisait partie de moi, ils le savaient que c'était un de mes combats et mon militantisme, quoi. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'avoir des déconvenus de ce côté-là, de jouer peut-être avec des groupes de gens que tu connaissais moins, peut-être jouer en club ou en convention, et amener ces éléments-là et avoir des échos qui étaient moins positifs, plus difficiles, et qui ont dû, du coup, être plus dans la confrontation à l'intérieur de la dynamique de jeu? Alors, j'ai deux exemples. Enfin, j'ai deux choses qui me viennent en tête. La première, c'est ma première rencontre avec le JDR, qui en fait ne date pas du tout de cette époque, mais date de 3 ou 4 ans plus tôt. Date du tout début de ma licence d'anthropologie. Donc oui, on est à 3 ans plus tôt. Et j'ai rencontré des rôlistes, j'ai fait une enquête sur le jeu de rôle, une enquête ethnologique. Et donc, j'ai fait des parties en club et en convention, en petite convention dans une école d'ingénieurs. Et autant dans la petite école d'ingénieurs, on était sur un scénario un peu... Enfin, ça s'était bien passé parce qu'on avait une bonne table, c'était une table mixte, c'était avec un MJ très bienveillant, etc. Autant en club, ça s'était pas aussi bien passé, au point que j'en ai des souvenirs assez flous. Mais je me rappelle avoir fait une partie d'un Warhammer, mais pas le Warhammer habituel, une déclinaison, et d'avoir été un peu forcée à jouer un personnage féminin potentiellement sexualisé, bourrin, parce qu'on était tous des bourrins, mais je me sentais pas forcément safe, en fait, dans cet environnement. Et du coup, le deuxième exemple qui me vient en tête, il est largement plus tard, du coup, dans ce groupe de gens qui étaient normalement, du coup, des personnes déconstruites, mais du coup, à la table, il y avait quand même des personnes qui ne l'étaient pas forcément, qui n'avaient pas forcément fait ce chemin. Et un jour où je me suis retrouvée sur une table avec certes un MJ, lui, très chouette, mais uniquement entouré de joueurs qui n'avaient pas les mêmes sensibilités que moi. Je l'ai un peu vécu comme du harcèlement, mais pas vis-à-vis du fait que j'étais une femme, mais parce que ils avaient leur délire à eux et ils riaient entre eux, et du coup moi j'étais un peu à la marge et je l'ai pas très bien vécu, et c'était une très mauvaise session pour moi. D'ailleurs, le MJ a dû faire un point avec eux plus tard. Et plus tard, j'ai entendu des blagues potentiellement sexistes ou transphobes venant de leur part.
sur d'autres tables qui ont fait que j'ai arrêté complètement de jouer avec eux. Ok, du coup, on voit un peu mieux ce que tu apportes quand tu es joueuse autour de différentes tables. J'aimerais que tu me parles aussi de ce qui t'attire dans la maîtrise, éventuellement dans les mondes que tu aimes explorer en les lisant, peut-être dans les mondes que tu aimes explorer en les écrivant aussi. Est-ce que du coup c'est aussi une priorité pour toi d'explorer ces éléments de ce qu'est la marge, ce qu'est se réinventer par rapport à la norme, tout ce genre de choses? Euh, Est-ce que c'est des choses que tu imagines plutôt dans le combat ou plutôt dans une sorte d'acceptation où justement on n'a pas besoin de réfléchir à ces choses-là parce qu'elles sont évidentes pour tout le monde et simples? Quel est ton rapport quand tu te retrouves plutôt avec une autorité de MJ? Mmh. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas eu une. Enfin, si, bah si, il y a Starsong en fait. Mais j'ai tendance à en discuter beaucoup avec mes joueuses et à à faire des choix avec elles en fonction de qu'est-ce qu'on a envie ensemble de vivre et quels sont les sujets qu'on a envie de mettre sur la table et quels sont les sujets qu'on n'a pas envie. Et typiquement, là, récemment, sur une des dernières campagnes que j'ai lancées, enfin la dernière campagne que j'ai lancée d'ailleurs en tant que MJ, on a décidé d'un commun accord que le sujet de l'identité de genre n'en serait pas un. Aujourd'hui, parce qu'on est dans le futur, on joue de la science-fiction, toutes les identités de genre sont acceptées et ce n'est plus une question, quoi. D'accord. Je vais du coup pousser aussi dans une direction assez différente de ça par rapport à ton rapport à Ouais. la maîtrise. Toi et moi, on a eu l'occasion de maîtriser la même campagne, Anatazerine, qui est une Ah oui. campagne médiévale fantastique, fort classique, une structure assez classique, un monde assez classique. Et pour le coup, il y a dans Anatazerine parfois du matériel qui va pas exactement dans le sens de ces sensibilités dont tu parles. Est-ce Ouais. que qu'est-ce qui t'a attiré dans ce sens-là? De quoi est-ce que tu as pu faire abstraction au moment où tu maîtrisais cette campagne? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi de positif ou de négatif justement dans ton rapport au loisir quand tu as approché cette campagne-là? Bah, là encore, ça a été je me suis adaptée à ce qu'on voulait en faire avec avec mes joueuses. Parce que là, en l'occurrence, on était que des femmes ou personnes non binaires. Et notamment, du coup, on avait un personnage à la table qui était un barde, ouvertement bi et ouvertement séducteur, avec toutes les personnes de tous les genres. Et puis, on s'était même amusé à mettre en place un dé de est-ce que du coup la personne en face sera réceptive ou pas, du coup pour que ce ne soit pas moi qui choisisse à chaque fois l'orientation sexuelle des personnages non joueurs, mais que ce soit juste un dé quoi. Parce que dans ce monde-là, on avait acté que du coup pouvaient exister toutes les orientations sexuelles et c'était un dé qui décidait de si les personnages étaient réceptifs au charme d'un homme, du coup, ou pas. D'accord. Du coup, même à l'intérieur d'une pratique traditionnelle et à l'intérieur d'un cadre euh, très, très traditionnel, Oui, très donjon et dragon à l'ancienne, en quelque sorte, tu invites ces éléments et ces réflexions pour s'en amuser ou éventuellement en faire un sujet ou un non-sujet selon discussion, c'est ça? c'est ça. Pour moi, c'est impératif. Oui, si, bah pour moi, c'est impératif, selon ma façon de vivre le jeu de rôle, qu'on puisse faire d'explorer ce qu'on a envie d'explorer à une table, de faire ce qu'on veut à une table, et si on n'a pas envie de se poser la question des orientations sexuelles pendant une table et de juste en jouer avec, et ben soit. Je trouve ça drôlement intéressant et notamment c'est ce qui va m'amener maintenant à glisser vers un point un peu différent. Je vais m'éloigner un peu de directement la pratique exacte de différentes tables que tu as connues pour parler de type de jeu un peu plus large. Et notamment, tout à l'heure, tu nous disais que tu apprécies le jeu de rôle qui s'appelle Terra Incognita. Je sais aussi que tu apprécies le jeu de rôle qui s'appelle Te Deum pour un massacre. Ce sont des jeux de rôle historiques
Oui. Et ce sont des jeux de rôle qui parlent d'une histoire, avec un grand H, dans laquelle ces enjeux-là pouvaient être terriblement difficiles, que ce soit Mmh. la condition des femmes, la condition des personnes LGBT, la condition des personnes handicapées. Ça pouvait être des choses qui sont intéressantes dans l'absolu à explorer, mais pas exactement centrales dans le thème voulu et dans l'ambiance avancée. Euh, Quel est ton rapport au jeu de rôle historique? Est-ce que du coup, tu gardes la même curiosité ou tu es amené à à mettre de côté certains aspects pour plus t'intéresser à une ambiance réelle, complète? Alors j'ai tendance à être très fidèle, au lore, quel que soit l'univers et donc quand c'est un lore entre guillemets «historique», quand c'est donc l'histoire en elle-même avec un grand H, à être aussi fidèle à l'histoire. C Parce que j'aime énormément me renseigner, me documenter et travailler avec. Ce qui fait qu'effectivement quand, je joue à Terra Incognita, quand je joue à TDM, ce sont des enjeux. Être une femme dans un monde tel que celui de TDM est un enjeu et à la table que j'ai eu l'occasion de me jeter, il y avait, du coup un personnage masculin et 2 personnages féminins. Non, je crois qu'on avait 2 masculins et 2 féminins. Enfin bref, c'est un détail et c'était un enjeu que d'avoir 2 personnages féminins à cette table. Que d'être, 2 femmes qui se baladent sur les routes dans une France en guerre. Et dans Terra Incognita, bah, très clairement, bah, on a joué avec ça. Ariane se travestissait, et ça a été un enjeu pour faire fuir, enfin pour sauver une jeune fille du mariage. Du coup, Ariane l'a invitée à faire de même et l'a envoyée sur un bateau enfin travestie à son tour. D'accord, donc c'est des éléments avec lesquels tu es prête à jouer avec l'histoire, et pour autant, tu ne joues avec que dans la mesure dans laquelle l'histoire accepte ce que tu peux apporter, ce que tu peux pousser dans ce sens-là. Je pense que ce serait enfin, je pense que c'est un peu façon Good Society, du coup, qui est aussi un jeu enfin, qui peut être un jeu historique. Donc, qui est un jeu qui s'inspire des romans de Jane Austen. En fait, j'aime beaucoup, au début de mes parties, de mes campagnes, poser la question de à quel point on reste proche de l'histoire, à quel point on reste proche, y compris quand ça concerne les questions de genre et tout ça. Enfin, du coup, dans Good Society, on pose la question. Est-ce que en termes de et sur la question du genre, est-ce qu'on reste dans un patriarcat tel qu'il est, avec tout ce que ça implique, notamment l'homme qui doit demander la main à la femme, d'abord en demandant à son père, etc. Est-ce que on s'approche plutôt d'une égalité de genre, notamment en termes d'héritage, etc. Ou est-ce qu'on inverse complètement les rapports de genre et que on joue dans un monde imaginé où ce seraient les femmes qui seraient dans un matriarcat et ce seraient les femmes qui demanderaient en mariage, ce seraient les femmes qui hériteraient, etc. J'aime beaucoup l'idée de, à chaque début de jeu, me poser ces questions avec les joueuses pour savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire là, aujourd'hui. D'accord, d'accord, je vois. Je vais prendre le temps du coup de glisser vers un autre type de jeu, qui est donc absolument pas historique en soi, même si j'imagine qu'on pourrait imaginer un croisement entre les deux. Ce qu'on appelle les jeux cosy, les jeux qui sont confortables, les jeux qui ne sont pas forcément basés sur du conflit ou sur de la bagarre. Je sais que c'est aussi des jeux qui te tiennent à cœur. Je vais citer au passage Wonder Home par exemple, ou des jeux de Jion Shim qui sont basés sur la construction d'un objet sur lequel on va agir avec artisanat ou avec écriture, ou faire des croquis, ou tout ce genre de choses. Tout un autre rapport au jeu qui ne passe pas par le conflit, qui passe vraiment par explorer des choses confortables. Alors, je fais une petite parenthèse parce que aucun des jeux que tu as cités est dans ma définition du jeu cosy. Du coup, je trouve ça Oh. très drôle. Non, du coup, ça m'intéresse. Et de ton côté, quand tu penses jeu cosy, tu penses quoi?
Non, je suis très très intéressé là-dessus. Je pense vraiment jeu qui est fait pour pouvoir faire un pas de côté et se reposer du monde. Des jeux qui sont vraiment écrits pour être confortables, donc type Cozy Town, Little Precious Animal, Apothecaria, etc. Donc vraiment des jeux qui sont faits pour ça, là où Wonder Home Jade Dragon a longtemps s'est battu pour que les gens arrêtent de dire que c'est un jeu cosy, parce qu'au contraire il peut aborder des sujets qui sont difficiles. On est dans un monde post-guerre où le monde est en train de se reconstruire, et les jeux de Jion Shim sont très rarement cosy. Ils abordent des sujets très difficiles, même si effectivement il y a de l'écriture, du dessin, et il n'y a pas du combat. On est dans du jeu solo très souvent, pas toujours. C'est toujours autour d'histoires qui ont de fortes émotions, et pas toujours positives, quoi. D'accord, effectivement, je trouve que c'est une nuance qui est drôlement intéressante parce que du coup, tu amènes l'idée d'un jeu cosy comme étant un jeu qui est reposant, Mm. qui permet effectivement d'avoir un moment où on souffle, un moment où on n'est pas en train de se stresser, des trucs comme ça, alors qu'effectivement, j'amenais des enjeux qui pouvaient être émotionnellement intenses, Mm, mais mm. qui, n'étant pas basés sur la bagarre, euh, permettaient d'avoir justement un rapport peut-être un peu moins urgent et immédiat à l'histoire. Ouais, Donc moi, effectivement, c'est au d'autres contraire, je trouve que la bagarre est moins émotionnellement prenante que d'autres jeux qui touchent les émotions, tu vois. Genre, ça me prendra peut-être moins enfin, ça me prendra moins émotionnellement un jeu où juste on va aller taper sur des gobelins, euh, que un jeu où je dois me mettre dans la peau d'un personnage qui est en train de se remettre d'une guerre, ou d'un personnage qui est en train de faire des recherches sur le passé de son mentor qui a disparu, tu vois. Donc là, je cite Wonder Home et File Git Memory. Euh, voilà. D'accord, non, non, c'est drôlement intéressant. Du coup, voilà, le sujet que j'allais aborder se trouve un poil enrichi, et je te remercie à ce sujet. Et du coup, je vais refuser de choisir, je vais te parler des deux. Euh, tu, euh, Tu as donc une approche du jeu de rôle, une approche des identités telles qu'on peut les essayer dans dans le jeu, qui va beaucoup partir sur l'intériorité et sur comment on se sent, ce qu'on Mm. a en soi et comment on l'acte sur le monde. Euh, et du coup, tout ce panorama-là, qui va donc éviter le conflit ouvert, mais explorer l'intériorité dans des éléments qui peuvent être parfois également conflictuels, mais sans conflit physique, ou parfois simplement reposant, tranquille. Est-ce que du coup, dans cet espace-là, où on a beaucoup plus facilement tendance à parler de lignée de voile, on a beaucoup plus facilement tendance à parler de sécurité émotionnelle et tout ce genre de choses, tu te trouves plus à l'aise pour explorer ces éléments, ces enjeux? Je sais pas si je suis plus à l'aise, parce que je pense que les deux sont intéressants. Je pense que c'est extrêmement intéressant d'aborder ces enjeux dans une partie random, entre guillemets, de Donjons et Dragons. Euh, Parce que ça peut apporter des choses très intéressantes, et justement amener des enjeux auxquels on s'attendait pas. Ouais, moi je suis quelqu'un qui marche beaucoup sur l'émotion, qui suis très empathique envers mes personnages, qui, selon le vocabulaire du JDR, bleed beaucoup. Donc, c'est-à-dire que les émotions de mes personnages déteignent beaucoup sur moi. Et donc, forcément, quand j'ai envie d'aller explorer des enjeux qui me touchent, ou que j'ai envie d'aller faire explorer des enjeux qui touchent à l'identité, effectivement, je vais partir sur des jeux qui vont plutôt questionner l'émotion. J'ai joué encore, enfin j'ai fait le premier playtest d'un jeu que je suis en train d'écrire dimanche, et je pense avoir demandé autant de fois, si ce n'est plus, qu'est-ce que tu ressens en vivant ça,
à mes joueuses plutôt que qu'est-ce que tu fais. Ouais, je comprends ça. Moi, j'ai un gros truc de ce côté-là aussi avec la question qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, que Mm. j'aime beaucoup utiliser en jeu de rôle, qui est justement, je trouve, très, très parlante sur vas-y, pose les mots, explicite Mm, ton état mm. d'esprit, et que je trouve riche aussi. J'aimerais savoir, du coup, si ça t'est déjà arrivé sur ton tracé personnel de découvrir qu'il y a des choses dont tu as envie de parler, de découvrir qu'il y a des choses que tu as envie d'explorer, et où sur lesquelles tu t'es dit ah, justement, ça serait une bonne chose de le faire en jeu de rôle. Peut-être des enjeux qui ont émergé au cours de ta vie, peut-être dans tes rapports aux autres, peut-être des émotions qui étaient particulièrement présentes, puisque tu parles de bleed comme si effectivement les émotions du personnage transparaissaient sur toi. Est-ce que toi, tu as déjà eu des émotions personnelles que tu as eu envie de laisser transparaître sur des personnages dans des moments avec des états d'esprit particuliers ou tout ce genre de choses? C'est vraiment via le jeu de rôle que j'ai exploré toute la question de la transidentité. Parce que je me pose beaucoup de questions sur mon genre, sur le genre en général. Et c'est petit à petit, grâce au jeu de rôle, que j'ai pu tester de jouer des personnages non-binaires ou des personnages trans ou des personnages à genre ou voir des fois des hommes, même si c'était plus difficile, donc ça me parlait moins. Et en tout cas, voilà, c'est encore en pleine réflexion de mon côté, mais le JDR me permet d'explorer ça, un peu comme un terrain de jeu, mais où je peux vraiment, sans me mettre en danger, en apprendre plus sur moi et sur qu'est-ce qui me parle ou non quand je joue un personnage. Et du coup, c'est peut-être encore plus le cas d'une émotion avec laquelle je ne sais pas du tout dealer depuis que je suis toute petite, qui est l'émotion de la colère. Bon, ça vient beaucoup du fait d'avoir été élevée en tant que femme, mais on nous refuse un peu la colère dans notre société. Euh, on refuse la colère aux femmes, en tout cas. Peut-être, et c'est encore plus le cas vu mon comportement, vu mon caractère, etc. Mais j'ai toujours refoulé la colère. Je ne sais pas être en colère, ou en tout cas je ne savais pas, je commence à apprendre. Et du coup j'ai souvent, dans des jeux de rôle, joué des femmes en colère. Pour X ou Y raison, mais parce que ça me faisait du bien de pouvoir vivre cette émotion à travers un personnage, vu que moi je pouvais pas l'exprimer dans ma réalité. D'accord. C'est des choses qui te sont venues très tôt dans ta pratique? Ou est-ce que ça t'est venu instinctivement tôt dans ta pratique et ensuite tu y as réfléchi et tu t'es mis à le faire volontairement? Est-ce qu'il y a eu une évolution de ton rapport à ceci? Pour le sujet du genre, je pense que c'est venu plutôt tardivement, parce qu'au début je ne m'autorisais pas à me poser ces questions, pour plein de raisons. Mais pour le sujet de la colère, c'est venu très tôt et c'est pas forcément venu consciemment. C'est juste qu'à force de jouer des femmes en colère, j'ai commencé à me dire effectivement, ça, peut-être qu'il y a un truc là. Parce que quand il y avait notamment des pré-tirés, je me tournais systématiquement vers la jeune fille en colère qui venait de perdre son père et qui voulait tuer, enfin qui voulait retrouver et se venger de la personne qui l'avait tué, quoi. Enfin, en gros. Du coup, je me pose forcément la question, est-ce que, à mesure que tu dis que tu es en train d'apprendre à gérer cette émotion dans ta vie, est-ce que tu t'es déjà senti aidé par des personnages pour apprendre à gérer ça? Est-ce que tu t'es déjà dit, là, face à ce que je suis en train de traverser, j'ai le droit d'être en colère, mon personnage ferait ça, et je l'ai déjà vécu en jeu, et du coup, je peux canaliser ça en vrai? Alors du coup, je pointe pas un personnage en particulier parce que, comme je l'ai dit, j'ai très peu vécu des campagnes qui ont duré plus de quelques sessions, ce qu'on a avorté quasiment toutes nos campagnes, ou alors j'ai beaucoup vécu d'OS, mais vu que j'empathise très vite avec mes personnages, j'ai pas besoin de plus d'une session en fait pour pouvoir déjà évoluer avec un personnage. Puisque, effectivement, OS One Shot, c'est Oui. une session entièrement contenue, une histoire en une session. On glisse souvent en 2 sessions, mais
En tout cas, c'est quelque chose de très court et qui se veut ne pas avoir de suite. Est-ce que, en tout cas, dans ta vie, dans ta manière d'aborder, d'apprendre et de tâtonner avec le sentiment de colère, tu as déjà eu l'occasion de faire mentalement référence à des colères que tu avais déjà vécues en jeu pour extérioriser? Je pense qu'en tout cas, je me souviens pas avoir fait référence à des moments de colère en particulier, mais en tout cas à des légitimités de colère. Ce personnage est défini comme un personnage en colère pour X et Y raisons. Alors pourquoi moi, pour X et Y raisons, j'aurais pas le droit de l'être? Je trouve ça intéressant que tu parles des choses que tu connais chez toi, éventuellement que tu analyses des choses qui émergent pendant que tu joues, pendant ta pratique. Je trouve ça intéressant du coup que ça t'apprenne aussi une certaine forme de légitimité des émotions auxquelles tu as droit dans ta vie. Je suis aussi en train de penser autour de tout ça aux zones d'ombre. C'est-à-dire que la sécurité émotionnelle telle qu'on l'entend suppose qu'on explicite un peu ce dont on veut parler, ce dont on préfère éviter de parler, ce qui ne devrait pas être un sujet, tout ça. Et c'est aussi du coup un moment dans la pratique pour poser le fait qu'on ne veut pas parler de certaines choses qui peuvent être des déclencheurs, des éléments qui font écho à un vécu douloureux personnel. Dans ma propre pratique de ceci, quand j'en viens autour d'une table à expliciter, bon, j'ai besoin qu'il se passe pas ceci ou cela parce que ça fait écho à quelque chose de compliqué en général pour ma vie ou quelque chose de compliqué en ce moment pour moi. Euh, on touche à la question du trauma, la question des choses sur lesquelles c'est pas facile de juste poser le doigt parce que c'est à vif. Et du coup, je me demande dans quelle mesure, de ton côté, il y a pu y avoir une exploration de Mm. ça, peut-être dans certains cadres. Déjà, j'ai un premier point à aborder sans répondre tout de suite à ta question qui est que je trouve assez chouette à aborder sur ce point. C'est que expliciter ces lignes et ces voiles à voix haute à des gens qu'on ne connaît pas forcément très bien, c'est pas évident. Et ça demande déjà de se mettre à nu. Et c'était quelque chose qui était très difficile pour moi au début. Et je me retrouve un peu souvent celle qui fait une liste de lignes et de voiles et que les autres ils disent bah, moi ça me va, puis ça me va, et puis ça me va. Et du coup, ça n'a pas toujours été simple à accepter cette chose-là, mais ça va. Maintenant, j'en rigole un petit peu, même si ça reste pas toujours simple. La deuxième chose, c'est que c'est pas évident aussi de faire cette liste, parce que des fois, il y a des traumas qui sont pas toujours conscientisés, ou en tout cas, on s'apprête pas à les croiser en jeu de rôle, et du coup, on n'y pense pas. Et je me rappelle d'une session où on avait fait une liste en parfaite... Enfin, tout s'était très bien passé au début. Et en fait, il y a un sujet qui a été abordé au milieu de la session. Et j'ai frisé et j'ai pas pu dire, j'ai pas pu utiliser un autre outil de sécurité émotionnelle pour dire stop, faut pas qu'on parle de ça, parce que c'était déjà trop tard pour moi. On l'avait déjà abordé, j'étais déjà partie dans mon trauma. Et depuis, je peux le mettre dans mes listes de sujets à ne pas aborder. Mais c'est vrai que sur le moment, j'ai passé un très mauvais moment, et c'est... Enfin voilà, tous ces sujets, toutes ces choses-là ne sont vraiment pas évidentes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour répondre cette fois-ci enfin à ta question, euh, je pense que ça dépend beaucoup de à quoi on joue, et ça dépend beaucoup de avec qui je joue. Je fais pas forcément les mêmes listes de lignes et de voiles en fonction d'avec qui je joue, en fonction du personnage que j'ai créé et du jeu auquel on va jouer. Je pense notamment à une partie très récente que j'ai fait avec toi, Nicolas, d'un jeu qui s'appelle Ribbon Drive, écrit par Avery Alder, et qui est un jeu qui se veut être intimiste, qui est un jeu qui se veut explorer les émotions des personnages. Et du coup, j'ai dit, alors de base, les personnes, j'avais joué déjà avec toutes
les personnes à la table. Et donc, je savais que je pouvais leur faire confiance. Et je leur ai dit, bon, globalement, vous connaissez à peu près mes listes. Et puis, en fait, c'est pas grave si vous les connaissez pas. Parce que, alors, il y a un sujet, je veux vraiment pas qu'on l'aborde, c'est celui-là. Mais le reste, là, sur ce jeu avec vous, je me sens en sécurité pour que on l'approche. Et si je me sens pas, je saurais vous dire, ok, là, on s'arrête. Excellent, je vois. Du coup, tu poses aussi une certaine plasticité autour de l'utilisation des outils de sécurité émotionnelle. Ouais. Euh, pour beaucoup de gens, pour beaucoup de détracteurs, pour beaucoup de personnes très conservatrices dans le milieu du jeu de rôle, il y a cette image des outils de sécurité émotionnelle comme étant des freins universels absolus, mais ce que tu racontes va exactement dans le sens inverse. C'est-à-dire Bah que oui. ça dépend des gens avec qui tu causes, des gens avec qui tu joues, des sujets éventuellement, potentiellement de ton état d'esprit aussi, parce que à tous les moments, tu vas pas forcément être aussi bien armé pour faire face à différents sujets complexes. Ouais, C'est, et au contraire, tu vois, parmi les joueurs qui étaient présents à la table, il y en avait deux avec qui... Enfin, il y avait toi, je crois qu'on avait fait une partie ensemble. Mais bon, je te connais bien en dehors du jeu de rôle. Et les deux autres, il y en a un avec qui j'ai pas mal discuté, et l'autre, je n'ai strictement fait que 2 parties de jeu de rôle avec. Donc en fait, cette personne avec qui je n'avais fait que strictement que 2 parties de jeu de rôle, j'aurais pu ne pas vouloir lui faire confiance si ça avait été quelqu'un... Enfin, j'aurais pu dire, ok, je vais faire ma liste habituelle, mais en fait, du fait d'avoir déjà joué avec lui et d'avoir vu comment il réagissait à la sécurité émotionnelle et à son attention à ce sujet, et ben j'ai pu dire ok, bah là sur aujourd'hui je lâche du lest, et je me sens prête à peut-être toucher ces sujets du doigt. Donc au contraire, je pense que insérer ces outils de sécurité émotionnelle, ça amène à plus facilement faire confiance derrière aux gens et à peut-être aborder plus facilement derrière les sujets qu'on a mis derrière des voiles et des lignes, quoi. je trouve ça très intéressant, notamment le fait que tu aies connu un déclencheur en jeu qui t'a permis ensuite de l'expliciter pour le reste de ta pratique. C'est-à-dire que en avançant, tu te connais davantage, tu arrives à mieux savoir quels sont les freins dont tu as besoin, quelles sont les zones d'ombre sur lesquelles, quand t'es pas en état ou pas avec les bonnes personnes, tu préfères poser des stops. Et donc, je peux imaginer un avenir où, en continuant à te connaître de mieux en mieux, tu arriverais à mieux poser des éléments qui actuellement sont hors champ, qui ne sont pas explorables du tout et qui pourraient l'être avec plus de finesse, avec plus de tâtonnement, avec certaines confiances, avec certains sujets, avec certaines barrières. Mm, mm. Avec certains jeux, avec certaines personnes, surtout, dans mon cas. Et toujours la possibilité de pouvoir dire à tout moment, ok, là, ça va trop loin, j'ai besoin qu'on recule. J'ai l'impression de voir autour de toi des gens qui, par exemple, à leur tour aussi, sont contents d'explorer avec des nouveaux pronoms, avec des nouveaux prénoms, avec des nouveaux éléments d'identité, explorer à la faveur de certains personnages d'autres choses qui peuvent faire sens pour ces personnes. Et j'aimerais que... Je vais te poser du coup ma question qui vraiment est au cœur de ce podcast. Est-ce que pour toi, la pratique du JDR est un miroir tendu? Est-ce que faire du JDR nous amène à mieux nous voir, que ce soit directement dans les personnages qu'on joue, ou en contraste, en négatif parfois? Comment on pose de soi dans son personnage? Ou comment on découvre de soi quand on voit son personnage? Waouh, c'est plus difficile quand c'est théorisé, là. Pour le coup, je te pose la question comme ça, mais c'est presque rhétorique dans la mesure où j'ai l'impression que, comme on vient de passer un long moment à parler Oui. exactement de ça, euh, je sais même pas ce qu'il y a vraiment à ajouter là-dessus, mais En fait, il y a un truc qui me fait beaucoup rire, c'est que hier soir, du coup, j'étais pas dans mon association parce que j'étais malade, mais mon association accueillait 2 nouveaux joueuses. Et en leur présentant le jeu de rôle et ce que c'était,
il y a donc un des membres qui a découvert le jeu de rôle dans l'association, mais qui est là maintenant depuis septembre, donc ça y est, il commence à avoir du bagage, leur a dit moi, ce qui était difficile au début, c'est que je faisais des personnages qui me ressemblaient beaucoup, et petit à petit, j'ai réussi à prendre de la distance pour aller explorer d'autres choses. Et du coup, mon compagnon, qui est le vice-président de l'association, qui fait lui du jeu de rôle depuis très longtemps, a dit moi, c'est l'inverse. J'ai commencé par faire un personnage qui était à l'opposé de moi. Et après, petit à petit, j'ai réussi à me rapprocher de moi pour pouvoir explorer des choses de moi. Et je pense que le jeu de rôle, c'est ça, en fait. C'est se poser... Enfin, on pose nos personnages soit en contraste, soit en miroir, comme comme tu le dis, de nous. Et puis on prend des éléments de nous pour les mettre dedans, ou on éloigne des éléments de nous pour voir qu'est-ce qui va se passer. Et moi, ce que je vois, en tout cas dans ma communauté, c'est vraiment beaucoup de gens qui, en échangeant, peuvent aller explorer des choses qui sont proches de leur intériorité, mais plus loin de leur extériorité, de ce qu'elles montrent au monde jusque-là, et qui, du coup, peuvent évoluer vers un peu plus vers qui elles sont pour de vrai dans la communauté. Et je trouve ça juste merveilleux. Excellent. De fait, ceci relie très bien les différents éléments dont on vient de parler, donc je te remercie à ce sujet. Avant de finir ceci, j'aimerais te poser une question simple. Quelle question est-ce que tu aurais aimé que je te pose pendant ce podcast? Non, je crois que tu as fait globalement le tour de ce que moi j'aurais pu poser comme question à quelqu'un si je partais de ce thème-là, tu vois. Donc... C'est marrant parce qu'effectivement, comme sur ta chaîne, tu mènes une chaîne où tu fais des portraits, tu amènes des gens pour causer, tout ça, c'est plus souvent toi qui interviews les gens. Oui, c'est ça. Donc, moi, j'ai l'habitude d'être l'intervieweuse et pas l'interviewée. Et oui, globalement, tu as fait à peu près le tour de tout ce que j'aurais dit. Enfin, tout ce que j'aurais posé comme question, ouais. Peut-être la seule chose, il y a une chose à laquelle j'ai pas répondu dans toutes les questions que tu m'as posées, c'est que tu m'as demandé de parler d'un personnage que j'avais fait tout au début et des personnages que je faisais maintenant. Et en fait, la différence entre les deux, c'est qu'au début, j'explorais mon... En fait, je pense que la seule différence entre les deux, c'est ce que j'explore de mon identité. Donc, en fait, c'est un peu une conclusion pour tout ce qu'on a dit. Mais c'est qu'au début, j'explorais mon féminisme à travers le jeu de rôle. Et aujourd'hui, j'explore mon identité de genre. Et mon identité, mon orientation sexuelle. Enfin, donc voilà. Ça reste gros, une exploration, mais pas nécessairement sur les mêmes aspects selon où tu en es de ta propre découverte de ton identité, et donc des choses à essayer sur des espaces fictifs sûrs. C'est ça, exactement. Pour moi, vraiment, le jeu de rôle, c'est le meilleur bac à sable pour découvrir qui on est et tester des choses. Et peut-être se dire, bah finalement, non, cette chose-là, elle me parle pas et je suis pas ça, tu vois. Mais bon, souvent, quand on a pensé à quelque chose et qu'on a voulu l'explorer, c'est que ça veut dire quelque chose, quoi. Excellent. Eh bien, écoute, merci beaucoup d'être venu sur le podcast. Merci à toi de m'avoir invité. Drôlement chouette de pouvoir causer avec toi. On va s'arrêter là, et c'est donc fini pour cet épisode de Perso. C'était Perso, une production Capsule.